bonjour à tous. Merci d'être venus à ces premières rencontres des plaidoiries des lycées bretons. Et pour ouvrir la séance, tout de suite, je passe la parole à Valérie Videlot-Ruffo, la première adjointe à la mairie de Loudéac. Bonjour à toutes, bonjour à tous, candidates, candidats, membres du jury, membres de la Ligue des droits de l'homme, enseignants et lycéens qui sont venus nombreux pour, comme nous, écouter, entendre et aussi encourager, soutenir les 11 candidats participant à la première édition de la finale régionale du concours de plaidoirie des lycéens bretons. Bravo à vous d'être là. Je suis honorée, au nom de la ville de Loudéac et de Monsieur le maire, de vous accueillir dans notre palais des congrès et de la culture, lieu d'ouverture et de sensibilisation aux autres, à travers une saison culturelle riche, passionnante, émouvante, mais aussi parfois remuante, comme aujourd'hui. Ensemble, nous allons partager un temps fort, où vous, jeunes lycéennes et lycéens, allez nous faire entendre votre plaidoirie que vous travaillez depuis plusieurs mois avec vos professeurs et membres de la Ligue des droits de l'homme que je tiens à remercier pour leur investissement, leur ouverture, pour rendre ce moment possible. Laissez la parole aux jeunes, vous laissez la parole, sur des thématiques qui vous touchent, vous faire, nous faire, réfléchir sur des sujets de société qui nous impactent toutes et tous, est nécessaire et important pour nous ouvrir et éviter le repli sur soi. Alors merci et bravo d'être là, car vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes finalistes. Merci pour votre travail, merci pour votre implication, car c'est un exercice en soi de prendre la parole, c'en est un autre que de plaider. Mais nous sommes tous là, bienveillants, les membres du jury comme les lycéens, avides de vos paroles, de vos arguments, de votre conviction, pour s'ouvrir et laisser ouvert le débat et le partage des idées. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Belle plaidoirie à vous 11, venus de Brest, Dol de Bretagne, Pontivy, Saint-Malo, Vannes et Loudéac. Bonne journée à tous à Loudéac. Merci Valérie et merci à la municipalité de Loudéac qui nous accompagne dans ce projet et également merci à toutes les équipes du Palais des Congrès qui vraiment nous facilitent la vie. Applaudissements pour les équipes du Palais des Congrès. À la Ligue des droits de l'homme, il est dit que parler des droits, c'est déjà les défendre. Alors, merci d'y apporter votre contribution et merci d'y apporter votre parole et je souhaite qu'elle porte loin. Je salue également les membres du jury qui ont accepté cette responsabilité. Merci de bien vouloir me rejoindre sur scène pour pouvoir vous présenter. Mesdames et messieurs du jury, on n'a pas toujours beaucoup de certitudes dans la vie, mais là, je sais que vous allez être impressionnés par ce que les lycéennes et les lycéens vont produire devant vous. Vous allez apprécier leur capacité à s'emparer de sujets graves et à les aborder avec pertinence, avec conviction et avec dignité, faisant la démonstration que l'âge n'est donc pas nécessaire pour porter une parole profonde et juste. Donc, à la suite d'Elisabeth Junot-Pedrono, présidente du jury, je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour les candidats, ceux qui vont nous présenter vos plaidoiries. Alors, je suis Elisabeth Junot-Pedrono, je suis conseillère régionale. Je suis membre de la commission jeunesse. Donc, je suis souvent... il m'arrive d'être jury à des concours comme celui-ci, comme celui
le concours de la plume littéraire qui est en lien avec le concours des lycéens. Donc à chaque fois, je dirais, scotchée par la qualité de ce que vous pouvez produire. Vraiment, je suis vraiment scotchée. Alors vous voyez, vous êtes stressée, moi aussi je suis stressée, en tant que présidente de jury, et je veux dire en tant que personne politique qui prend la parole régulièrement. Alors je ne sais pas si Madame la première adjointe est comme moi, mais à chaque fois qu'on doit prendre la parole, on a toujours mal au ventre. Donc c'est quelque chose qui est normal et c'est quelque chose on apprend à vivre avec en fait. Donc vraiment je suis vraiment ravie de passer cette matinée avec vous. Comme ça a été dit tout à l'heure, on est là pour vous écouter avec toute la bienveillance possible et vraiment je vous félicite toutes et tous d'être arrivés déjà là et puis bien sûr félicitations aussi à vos professeurs qui vous ont accompagnés et puis et bienvenue aussi à tous vos collègues qui sont là pour vous soutenir, c'est bien aussi. Bonjour à toutes et à tous. Donc Florence Vourge, je suis proviseure du lycée des métiers de l'automobile à Pont-de-Buis et Quimer. Donc je suis ravie de participer à cette édition. Je trouve intéressant que vous nous fassiez venir ici parce que ça permet de prendre déjà conscience de ce que nos candidats vont vivre en étant à cette place dans quelques minutes. Un seul mot, prenez du plaisir, voilà, et profitez vraiment à 100% de ce moment. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Patrick Larvor, je suis avocat honoraire au barreau de Brest. Honoraire, ça veut dire que je suis retraité. Donc je suis un ancien avocat qui a plaidé pendant de nombreuses années. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, je suis très fier de participer à ce jury auquel j'ai répondu favorablement à la demande de la Ligue des droits de l'homme. Parce que je crois qu'on critique beaucoup les jeunes, mais quand il y a des occasions comme celle-là, de valoriser le travail que vous avez effectué de préparation, d'approfondissement et ainsi de suite, eh bien c'est vraiment quelque chose qui valorise la jeunesse. Et vous portez l'espoir, j'allais dire, du futur. Donc merci à tous les candidats. Et je me rappelle, parce que j'ai participé à Brest aux 3 candidats qui ont été sélectionnés, et je les félicite encore, parce qu'ils ont été très impressionnants, et je ne doute pas que les autres le seront également. La tâche va donc être très ardue, aujourd'hui pour nous, de dégager les 3 premiers, mais je dois vous dire quand même que n'ayez pas peur, nous sommes tous ici, dans le membre du jury, dans la bienveillance, et nous aurons un œil pas trop critique vis-à-vis de ce que vous allez produire, mais je suis sûr que vous allez nous passionner. Donc merci à vous aussi d'être venus si nombreux pour soutenir vos candidats. Ça montre l'intérêt que vous portez à ce concours qui est très important, et c'est une première à l'UDEAC, et j'espère qu'il y en aura d'autres, et peut-être une finale nationale dans un temps qui sera peut-être à déterminer ultérieurement, mais ça serait intéressant de porter Et je suis fier que la Bretagne, en fait, soit la première région qui organise ce genre de manifestation. Donc encore merci à tous et bon courage aux jeunes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Antonin Juette, je représente la LDH dans ce jury puisque je suis le représentant de la Bretagne. Je suis le représentant de la LDH au niveau de la Bretagne et je suis aussi membre du comité national de la LDH. Donc je vous remercie beaucoup de donner votre voix aux droits humains qui en ont particulièrement besoin en cette période. Donc c'est vraiment très important le travail que vous avez fait et la prestation que vous allez faire devant nous. À titre professionnel, moi j'ai été enseignant, donc je sais, voilà, j'ai accompagné alors des plus jeunes que vous, mais je remercie tous les enseignants qui ont participé à ce travail et moi je le faisais avec des élèves de primaire, de commencer à parler de droits humains
avec des enfants et je suis très heureux de voir que ça se prolonge et qu'au lycée, on continue. Et je suis en train de changer de métier et je vais devenir avocat, donc je suis actuellement en école d'avocat. Je vais avoir quelques cours d'oralité pour apprendre à plaider moi aussi, donc je pense que vu vos prestations, je suis certain que j'aurai peut-être quelques petits conseils à aller vous demander à la fin. Donc voilà, j'espère que vous me les donnerez avec gentillesse. Merci en tout cas. Bonjour à tous et toutes. Je suis le dernier, je vais faire court. Je suis avocat honoraire. J'ai fait ma carrière à Paris et je vis à Vannes depuis quelques années maintenant. J'ai été sollicité et j'ai répondu avec enthousiasme pour participer à ce jury. Ça donne un bain de jouvence, je trouve ça extrêmement dynamisant et je suis très heureux de participer à cette journée. Je voulais vous dire qu'il faut aborder l'exercice avec simplicité si vous le pouvez. On apprenait quand j'étais débutant avocat que parler en public, c'est être dans un état second. C'est vrai que c'est pas la même chose d'être devant un auditoire et de s'adresser à lui. Et c'est un exercice qui est un peu nouveau pour vous, mais je suis sûr que vous allez y arriver avec facilité parce que vous avez préparé la chose et que vous êtes enthousiaste et que vous avez une cause à défendre qui est celle des droits. Donc je suis absolument certain que tout va bien se passer et en tout cas ce que je vous souhaite, sachez que nous essaierons d'avoir la plus grande bienveillance et que ça sera difficile de toute façon de départager les trois premiers. Qu'est-ce que ça veut dire les trois premiers? Il s'agit de défendre des droits, donc ne soyez pas trop écrasés par l'enjeu. De toute façon, votre présence ici est déjà un succès. Bon courage. Et donc moi aussi, j'ai la chance et l'honneur, et je suis très très heureuse de participer également à ce jury. Donc j'ai en effet un mandat d'élu, et j'ai aussi un métier, puisque même si être élu c'est un réel travail, ce n'est pas un métier. Je suis architecte, et donc que ce soit pour défendre des convictions politiques, des projets politiques, ou pour défendre des projets architecturaux, il faut prendre la parole, il faut être convaincant. Et donc je sais ce que c'est, le cœur qui bat et la difficulté de se retrouver devant un public qu'il faut convaincre. Mais je sais que vous serez à la hauteur puisque vous êtes arrivés jusqu'ici. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est tous bienveillants et vous trouverez à travers tous ces regards qui se pointent sur vous que du soutien. Bravo d'être là et moi je suis très heureuse aussi. C'est pas nous qui avons le plus. À chaque fois, on saura le nom, le prénom. Oui, et oui, puis oui, de oui, quel c'est pour lycée. ça, vous pouvez le noter sur... Tout doucement, nous avançons vers l'élément crucial de notre matinée. Donc maintenant, je demande à Éric de la Ligue des droits de l'homme, section de Saint-Malo, de venir me rejoindre. Nous allons procéder au tirage au sort devant vous de l'ordre de passage. Nous ferons une courte pause après la 5e plaidoirie. Et il y a dans la salle, il y a un vidéaste, Alain, je ne te vois pas mais je sais que tu es là, donc de la section de Saint-Malo. Donc merci Alain d'enregistrer la matinée. Merci à vous tous donc de laisser les portables dans vos poches et de les laisser éteints. Nous adorons la petite musique de nuit de Mozart, mais au milieu d'une plaidoirie, ça peut être un petit peu déstabilisant pour celles et ceux qui vont s'exprimer. Donc Éric, maintenant, je te laisse la place pour ce moment si important du tirage au sort. Merci.
Bien, je pense que vous n'aurez peut-être jamais eu, dans un laps de temps aussi court, le bonjour de toutes les personnes qui sont montées sur scène. Donc je vais me contenter de vous saluer et de vous remercier d'être présents, parce que c'est une assemblée très, très imposante et très rassurante. Je crois qu'on peut remercier aussi Gaël d'avoir organisé ce premier concours de plaidoirie de Bretagne, et sans vouloir être déplaisant pour les Bretons, non, la Bretagne n'est pas la première région à avoir organisé un concours régional. Ceci dit, nous allons tirer au sort l'ordre de passage. Alors c'est un petit sac vert, n'en ayez pas peur, mesdemoiselles et messieurs les candidats, vos amis de Dol de Bretagne et de Saint-Malo le connaissent bien, vous allez voir, il n'y a rien de mal qui en sort. Par contre, je vais demander à 2 volontaires de bien vouloir me... Ah bah voilà. Alors les deux premières, mais d'ici je vois pas. Allez, les 2 premières, auto-désignez-vous. Bah ce seront 2 premiers. Ah bah désolé mesdemoiselles, ah bah oui. Mais je n'y peux rien. Hein. L'année prochaine, on changera. L'année prochaine, on tire au sort à l'avance ceux qui vont procéder au tirage au sort. Voilà. Bien, alors, Mathilde, qui nous parlera du rêve américain. Sera la plaidoirie numéro 8. Anaël nous parlera des vacances du petit Nicolas. La 4. Au nom de l'empathie, un procès pour repenser la fin de vie sera présenté par Noé. La numéro 7. Émile, quant à lui, plaidera pour le droit à mourir dans la dignité. 6. Non. Oh, 9. Il y a un sens. Oh la blague. Oh la boulette. Oh la boulette. Oh là, il s'est pas avoir. Oh la boulette. Camille, un passé qui ne passe pas. Oh. Le numéro 5. Coralie. Les mutilations sexuelles féminines. Le 1. Sarah. Erwan, indignons-nous face à une industrie textile déshumanisante. Oh. Ça sera le numéro 6. Sarah nous présentera sa plaidoirie consacrée à l'excision. Le 3. Et enfin, Elsa, Anna et Zanoa nous parleront de la science au féminin. Là, normalement, c'est un 2. Hein. il y a quelque chose. Et c'est le numéro 2. Oh là là. Merci. Donc c'est toi qui les appelles maintenant. Ouais. Je demande donc à Coralie de venir sur scène pour nous présenter sa plaidoirie. On l'applaudit très fort. Mesdames et messieurs, 200 millions. 200 millions d'enfances brisées,
d'histoires traumatisantes, d'injustices insoutenables. Aujourd'hui, je me tiens devant vous afin de défendre un combat mené en silence par de nombreuses femmes, par de nombreuses jeunes filles, certaines ayant mon âge. Je me mets à la place d'Annie, de Marwa ou encore de Ramata, qui ont toutes trois subi une mutilation génitale féminine alors qu'elles étaient encore mineures, incapables de se défendre. Je vais vous parler d'un fléau. Ces mutilations génitales, définies par l'Organisation mondiale de la santé comme toutes les interventions impliquant une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme, et pratiquées à des fins non thérapeutiques. On les appelle souvent excisions, mais ce terme, bien que commun, est réducteur. Il englobe maladroitement toute la violence infligée sur le corps des femmes, dans ce qu'elles ont de plus intime, de plus personnel, ce qui les définit en tant que d'êtres humains de sexe féminin. Et c'est dans cette condition précise qu'elles sont à présent menacées. Ces mutilations sont un danger pour les filles et les femmes qui en sont victimes. Lors de l'opération, la fille est tenue par les jambes et par les bras. Ses cris, ses pleurs, ses lamentations de douleur n'y changeront rien. Sans la moindre pitié, c'est sans anesthésie qu'elle sera mutilée, avec comme outil des couteaux, des lames, parfois des couteaux, des lames, parfois des tessons de verre, puis une fois que l'acte commis, à la suivante. Les conséquences sont dramatiques pour les femmes victimes. Règles douloureuses, difficultés à uriner, agonie lors des rapports sexuels ou à l'inverse, insensibilité totale. Sans oublier le stress post-traumatique, la dépression et le sentiment de honte qui les poursuit chaque jour. Leur corps est marqué à jamais, mais l'excision ne se contente pas de mutiler, elle tue. Prenons l'exemple de Rama. Elle a été excisée à l'âge de 5 ans. Traumatisée par ce qu'elle a vécu, elle s'est juré que jamais sa fille ne subirait le même sort. Elle décide alors de fuir son pays, pleine d'espoir pour protéger son enfant. Mais un bref séjour à Djibouti, chez sa mère bouleverse son destin. Profitant de leur visite, la grand-mère fait venir des exciseuses. La petite Lauria, âgée de seulement 6 mois, est excisée ce jour-là. Quelques semaines plus tard, elle meurt d'une infection généralisée. Dans le monde, 200 millions de femmes ont subi une mutilation sexuelle féminine. Aujourd'hui, plus de 4 millions de jeunes filles par an sont exposées à ce même risque. Ce chiffre pourrait être revu à la hausse, sachant que seuls 31 pays sont prêts à transmettre leurs données concernant le nombre de filles et de femmes ayant subi une excision. C'est une pratique commune dans au moins 90 pays, parmi lesquels on peut retrouver une grande majorité de pays africains, certains pays du Moyen-Orient et dans certaines communautés d'Asie et d'Amérique latine. Les raisons avancées pour légitimer cet acte barbare sont multiples et varient d'une région à une autre, d'une culture à une autre, bien qu'elles se rejoignent. En réalité, le sexe féminin a toujours été mal vu. On l'a traité de sale, de laid, d'impur, voire d'incomplet par rapport au sexe masculin. Cette perception trouve des racines profondes dans l'histoire, comme le pensait le philosophe Aristote, qui considérait que le sexe féminin comme une version inachevée du sexe masculin, et d'où proviendrait le rapport de force de celui-ci sur le sexe féminin. Il est important de rappeler qu'en Europe et aux États-Unis, l'excision a également été pratiquée jusque dans les années 1960 dans des hôpitaux psychiatriques. Elle était alors utilisée comme un moyen, un soi-disant traitement, comme pour soigner des femmes diagnostiquées d'hystériques. La religion aussi est utilisée comme justification. Je dis religion avec des pincettes, car aucune religion ne préconise l'excision.
alors c'est plutôt un fait culturel. C'est par tradition qu'elles sont commises, pour l'honneur de la famille, pour l'honneur de leur époux, bafouant la dignité des femmes. L'excision est perçue comme censée réduire la libido de la femme et garantir qu'elle n'aura pas de rapport sexuel avant le mariage et qu'elle restera sage et fidèle à son mari pendant sa vie d'épouse. Il existe même un point de vue partagé par lequel certains penseraient que l'excision renforcerait le plaisir sexuel des hommes. Toutefois, la volonté de purifier, de préserver la chasteté des femmes en contrôlant leur sexualité est une véritable forme de violence exercée sur la liberté, le corps et la psychologie de la femme, comme le disait l'historienne et militante sénégalaise Penda Mbow. Saviez-vous que dans de nombreuses régions, la pression sociale est si forte que les femmes n'ont d'autre choix de se soumettre aux mutilations pour espérer se marier et être acceptées au sein de leur communauté? C'est d'ailleurs pour cette raison que, paradoxalement, ce sont les femmes elles-mêmes qui perpétuent cet acte. En respectant cette tradition, elles sont persuadées de protéger leurs filles contre la stigmatisation, la honte et l'exclusion sociale. Heureusement, aujourd'hui, les mutilations génitales féminines sont illégales dans la majorité des pays où elles sont encore pratiquées. Par exemple, en Côte d'Ivoire, elles ont été interdites en 1998. La loi prévoit une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 360 000 à 2 millions de francs CFA pour quiconque les pratique. Si la victime meurt suite de l'intervention, la sanction s'alourdit à une peine de 5 à 20 ans de prison. Par ailleurs, si l'opération est effectuée par un professionnel de santé, celui-ci risque jusqu'à 5 ans d'interdiction de pratique médicale. Cependant, vous vous doutez bien que ma présence ici n'est point anodine. Ces lois, bien qu'elles sonnent bien sur le papier, ne sont pas si bien appliquées dans la réalité. En effet, elles continuent d'être pratiquées malgré la mise en place de dispositifs à l'échelle locale et internationale. Le problème est bien plus profond. L'un des dilemmes les plus complexes est celui de réconcilier le respect des droits de l'homme et la préservation des traditions culturelles. Car oui, les mutilations féminines, étant de nature traditionnelle, suscitent des débats, car pour certains, toucher aux traditions équivaut à nier l'identité de tout un peuple. Elles sont sacrées, point que je peux concevoir. Mais une tradition qui viole l'intégrité physique des femmes, transgresse les droits humains universels, en particulier ceux des enfants, et impose des discriminations basées sur le sexe et l'âge, doit-elle vraiment être respectée? Au nom de quoi peut-on justifier une telle pratique? Mettre fin aux mutilations génitales féminines implique une protection contre la violence, la persécution, la discrimination et la torture. Je m'adresse à vous aujourd'hui, non seulement pour que nous ne restions plus silencieux face à ce qui arrive à ces jeunes filles, mais aussi parce qu'elles ont besoin qu'on les écoute, qu'on les entende et qu'on se mette à leur place. On sait aujourd'hui qu'en France, au moins 125 000 femmes sont mutilées, vivent sur le territoire, et de nombreuses filles sont aujourd'hui menacées de l'être. Elles ont besoin de notre solidarité pour mettre un terme à toutes les formes de mutilation sexuelle féminine et à l'oppression patriarcale exercée sur le corps de toutes les femmes. Merci. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers membres du jury. Nous allons commencer par vous poser une question.
Quand on parle de femmes scientifiques, quels noms vous viennent à l'esprit? Réfléchissez-y sérieusement. Vous pensez sûrement à Marie Curie, l'incontournable, mais ensuite. J'imagine que vous n'avez pas une foule de noms à me citer. Et pour cause. Dans un monde largement masculinisé, la science ne fait pas exception. Pourtant, qui aurait découvert la structure de l'ADN ou la fission nucléaire si certaines femmes n'avaient pas bravé les normes de leur époque? C'est pour cela que nous allons aujourd'hui plaider la cause des femmes dans les sciences. Pourquoi méritent-elles le lever du voile que l'histoire a fait tomber sur leurs découvertes? Pourquoi méritent-elles plus de reconnaissance et d'égalité avec leurs collègues masculins? Pourquoi méritent-elles de réaffirmer leur place dans le monde scientifique? Je m'appelle Rosalind Franklin. Je suis née en 1920 et j'ai obtenu un doctorat en physique-chimie à Cambridge. En 1951, je découvre la structure de l'ADN. Cette découverte peut vous paraître anecdotique. Pourtant, vous l'étudiez aujourd'hui dès le collège. Mais ce n'est pas moi qui obtins un prix Nobel pour mon travail. Ce sont 3 hommes, Wilkins, Watson et Crick, qui l'ont obtenu 4 ans après ma mort, en s'appropriant ma découverte. Je m'appelle Mileva Marik Einstein. Si mon nom vous dit quelque chose, c'est normal. Mon mari se prénommait Albert. Toutes les découvertes auxquelles vous l'associez, j'y ai grandement participé, comme pour la théorie de la relativité. J'ai relu et corrigé ses travaux et l'ai aidé, malgré ma situation familiale compliquée après notre divorce. Finalement, ce que l'histoire n'a pas retenu, c'est que ces découvertes ne sont pas les siennes, ce sont les nôtres. Je m'appelle Katherine Johnson. Je suis née aux États-Unis en 1918. Et ma vie a toujours été rythmée par le racisme et la misogynie. J'ai beaucoup travaillé pour m'intégrer dans un groupe exclusivement composé d'hommes. J'ai principalement calculé la trajectoire d'Apollo 11, la fusée qui emmenait l'homme sur la Lune. J'ai aussi vérifié la trajectoire de plusieurs autres lancements, comme Mercury Atlas 6 et Mercury Redstone 3. Je m'appelle Lise Meitner. Je suis née en 1878 en Autriche. J'ai été la première à découvrir la théorie de la fission nucléaire. C'était en 1938, en collaboration avec Otto et Fritz, 2 amis et collègues. Mais seuls eux 2 ont obtenu un prix Nobel pour cette découverte. J'ai également découvert un élément chimique, le protactinium. Et je suis la 2e femme de l'histoire à avoir été diplômée docteur à l'Université de Vienne. Les femmes que nous avons citées ne sont bien sûr que quelques exemples parmi tant d'autres. Nous n'avons pas évoqué Edith Lamarck, Émilie du Châtelet, Gertrude Elion, Rachel Carson, Hypatie. Voyez, à travers les siècles, toutes ces femmes oubliées et éclipsées de l'histoire, dont les travaux pourtant essentiels ont été attribués à notre masculin. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'effet Mathilda. Prenons un exemple que vous connaissez bien. Le prix Nobel, un concours prestigieux qui récompense les plus grands progrès scientifiques, les meilleures œuvres littéraires et les actions pour la paix depuis plus de 120 ans. Eh bien, depuis que le prix Nobel existe, les femmes représentent en tout et pour tout seulement 6% des lauréats. Et encore, elles sont davantage nommées dans les catégories paix ou littérature que dans les sciences. Et contrairement à ce que vous croyez sans doute, ce phénomène est toujours bien présent aujourd'hui au XXIe siècle. En 2021, sur 14 prix décernés au total, seulement un seul fut attribué à une femme. Les stéréotypes de genre restent profondément ancrés dans notre société et ils s'imposent dès le plus jeune âge. Dès l'école primaire, les filles sont moins incitées que les garçons à envisager des carrières scientifiques. Ce conditionnement se confirme au lycée. Seule une fille sur 6 choisit la voie scientifique contre un garçon sur 4. Et parmi celles qui s'y engagent, peu se dirigent vers les mathématiques, la physique ou l'ingénierie. Elles sont davantage orientées vers les domaines du soin et de la santé. Cette réalité se reflète aussi dans notre propre lycée, à Saint-Magloire. Cette année, aucune fille n'a choisi l'option maths experte. Et pourtant, les résultats au baccalauréat montrent que les filles réussissent souvent mieux. L'Ancien Régime, cela vous dit quelque chose? Vous savez, le tiers-état, accablé de travail et croulant sous les taxes, le clergé, bien nourri, confortable et occupé à prier, et la noblesse, riche et puissante, avec de somptueux châteaux et des habits cousus d'or. Un beau jour, au XVIIIe siècle, quelques marginaux comme Voltaire ou Rousseau ont commencé à taper du pied contre cette aristocratie, drapée dans son manteau de puissance et d'opulence, pendant que le peuple mourait de faim. En effet, si nous citons Marivaux, le mérite vaut bien la naissance? Non? Bon, si vous ne voyez pas le rapport avec la place des femmes dans les sciences, laissez-moi m'expliquer.
Pourquoi serait-il juste que le bébé d'un marquis ait plus de chance dans la vie, plus de richesse et de pouvoir que le bébé d'un couple de paysans? Et donc, je vous demande, pourquoi serait-il juste que naître garçon ou naître fille nous ouvre ou bien nous refuse l'accès à une carrière scientifique? Pourquoi les filles devraient-elles enjamber la barrière des préjugés alors que les garçons passent naturellement par le hall d'entrée? Naître fille ne signifie pas naître avec un cerveau plus petit, ni avec une place prédestinée dans une cuisine ou derrière un bureau de secrétaire. Aussi intelligentes et compétentes que leurs homologues masculins, les femmes ont déjà montré de nombreuses fois par le passé qu'elles ont tellement à apporter à la science. Écoutons maintenant ce qu'en pense la DUDH, Déclaration universelle des droits de l'homme et de la femme. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés, sans distinction de sexe. Article 27. Toute personne a le droit de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique dont il est l'auteur ou l'autrice. Certains diront que la place d'une femme est bel et bien à la cuisine, et non pas dans un laboratoire, et que si depuis des siècles, les femmes sont autant absentes du monde des sciences, c'est qu'elles n'ont pas l'intelligence et l'esprit scientifique nécessaires. Certains et certaines se diront que les inégalités de genre sont un fait, qu'elles ont toujours existé, qu'on ne peut rien y faire et qu'il faut s'y habituer. Mais c'est comme cela que les injustices perdurent. Partant d'un point de vue défaitiste, on ne pourra rien changer. Alors, que reste-t-il à dire après tout cela? Que reste-t-il à faire, sinon agir, sinon lutter? L'histoire, vous l'avez entendu, est remplie de femmes pionnières, courageuses, brillantes, mais invisibles. Elles ont existé, elles ont innové, elles ont changé un monde qui a pourtant choisi de les oublier. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de leur rendre justice. Il s'agit de préparer un avenir plus juste, un avenir où les petites filles pourront rêver de devenir astrophysiciennes, mathématiciennes, ingénieures, sans que personne ne leur dise que ce n'est pas pour elles. Un avenir où elles seront reconnues, soutenues, encouragées. Un avenir où leurs découvertes ne seront plus signées par d'autres. Car non, le talent n'a pas de sexe, l'intelligence n'a pas de genre, et la passion pour la science ne se conjugue pas uniquement au masculin. Alors, le voile, brisons les stéréotypes, redonnons aux femmes scientifiques la place qui leur revient, non pas dans les marges des manuels, mais au cœur des récits, non pas dans l'ombre d'un homme, mais dans la lumière dans leurs propres exploits. Parce que reconnaître le mérite des femmes dans les sciences, ce n'est pas un acte de charité, c'est un devoir de vérité. Merci. Mesdames et messieurs, il y a des sujets que l'on préférerait éviter, parce qu'ils dérangent, parce qu'ils choquent, parce qu'ils nous mettent face à une réalité que l'on ne veut pas admettre, une réalité que l'on préférait occulter, une réalité que l'on voudrait croire impossible, et pourtant, elle existe bel et bien. Elle mutile dans le silence et détruit pour l'éternité. L'excision en fait partie. Ce crime d'une violence inouïe que l'on continue de déguiser en tradition représente une douleur qu'on inflige au corps des femmes, mais qui laisse, surtout, des cicatrices à l'âme. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce ne sont pas des faits divers, ce sont des vies. Celles d'enfants, de petites filles, à qui l'on retire quelque chose. Il n'est ici pas seulement question de leur dignité, mais de leur présent et de leur futur. Alors naturellement, j'ai eu envie d'ignorer et de passer à autre chose, parce que la réalité est bien trop dure et que la responsabilité trop grande. Ce n'est pas un discours confortable, je vous l'accorde, mais il est nécessaire, parce que si nous avons le pouvoir d'en parler sans l'avoir vécu, alors nous avons également le devoir ultime de le faire, pour ces femmes qui n'ont pas eu le choix que de subir l'acte atroce et irrévocable. L'excision, que l'on appelle également mutilation génitale féminine,
représente toutes les interventions chirurgicales aboutissant à une ablation partielle ou totale des parties génitales extérieures des femmes. Elle est pratiquée dans plus de 30 pays dans le monde, en passant par l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et même l'Europe. Selon le Parlement européen, pas moins d'un demi-million de femmes sont mutilées au sein de l'Union européenne et environ 200 millions de femmes sont mutilées dans le monde. Certaines ont 5 ans, d'autres 2. Pour la grande majorité d'entre elles, ne parlent pas encore. Alors quand l'heure vient pour moi, Adja, de subir l'impensable, je ne comprends pas ce qui se passe. Maman m'entrave les mains, elle me serre tellement fort contre elle que cela me fait mal. Elle ne me serre pas contre elle comme lorsque je fais un cauchemar. Ici, je pleure, je crie, je veux retourner dormir. Ma grand-mère et ma tante sont là aussi, tapis dans l'ombre. Dans le noir et la poussière, munies d'une lame de rasoir ou d'un morceau de verre non stérilisé, elles s'apprêtent, à 3, à pratiquer l'irréparable, pour le bien de mon avenir. Certaines fois, cela se passe dans une clinique clandestine, sous couvert de médicalisation. Mais ne vous méprenez pas, le résultat reste inchangé, c'est une mutilation. Un acte cruel, inhumain et dégradant sans absolument aucune justification médicale particulière. Mesdames et messieurs, que dit le droit de tout cela ? Que dit le texte fondateur qui pose les principes de nos droits humains ? L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Alors pourquoi tolère-t-on cette pratique ? Pourquoi la souffrance de ces jeunes filles ne vaut-elle pas davantage notre indignation collective ? Pourquoi laissons-nous le silence et l'ignorance prendre le pas face à la barbarie humaine ? Il faut cesser les demi-mesures. L'excision n'est pas une tradition délicate à aborder. Ce n'est pas un discours dans lequel il faudrait parler tout bas pour ne pas froisser les cultures. L'excision est une violation des droits fondamentaux et nous avons le devoir moral, éthique et humain de le défendre pour que cet acte abject soit banni de nos sociétés modernes. Car comment peut-on défendre l'indéfendable ? Comment peut-on continuer à fermer les yeux ? Comment peut-on laisser les cultures et les traditions prendre le contrôle de nos textes et de nos droits ? Parce que l'excision est un acte immoral de par sa violence terrible qui se répète de génération en génération sous une emprise et une pression intenables. Nous avons le devoir de mettre en lumière le destin de ces femmes brisées qui ne peuvent pas rester silencieusement dans l'ombre. Une jeune fille excisée portera avec elle le bagage immense de la douleur et de la frustration tout au long de sa vie. Ces femmes, comme moi, Adja, peuvent souffrir d'hémorragies, d'infections graves, de douleurs chroniques, de kystes ou encore de complications urinaires et obstétricales. Pour certaines, la sexualité devient une épreuve, sous peine de douleurs intenables. Selon l'OMS, pour certaines femmes, l'accouchement devient un supplice dont la majorité se prive, du fait de 70% de plus de risques de perdre l'enfant ou de porter atteinte à leur propre vie. Ces mutilations provoquent de la honte, de la peur et rendent fertile le silence. Ces femmes n'ont pas de mots pour dire ce qu'elles ont subi, car pour la plupart, personne ne leur a dit que c'était une injustice. Ces jeunes filles grandissent avec la certitude que ces pratiques barbares sont la norme, motivées par leur mère et leur grand-mère qui perpétuent ce qu'elles ont elles-mêmes subi par leur passé pour leur garantir un mari et une famille. Mais à quel prix ? Celui de la santé ? Celui de la liberté ? Car la vérité est sous vos yeux. L'excision est un outil de contrôle, une manière de brider la sexualité des femmes pour les rendre dignes et belles. La réalité, mesdames et messieurs, est telle que c'est une instrumentalisation du corps et de l'esprit pour qu'elles se taisent, pour qu'elles acceptent un destin tout tracé où elles n'ont pas leur mot à dire sur leur propre corps,
leur propre vie. Et nous, que faisons-nous ? Malgré l'article du Code pénal français qui considère les mutilations génitales féminines comme une violence qu'elle punit de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende, malgré ces mesures, nous continuons de parler de relativisme culturel. Nous ne voulons pas heurter les sensibilités. Mais ce n'est pas de la culture, ce n'est pas de l'identité, c'est de la souffrance codifiée et perpétuée. Les communautés doivent être entendues, mais aucune tradition ne peut être supérieure à la dignité humaine, car elle viole le consentement et inflige une souffrance durable. Mesdames et messieurs, je finirai par répéter 200 millions. 200 millions, c'est le nombre de femmes qui vivent dans la douleur alors qu'elles ne l'ont pas choisi. 200 millions, c'est plus que la population de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne réunies. 200 millions, c'est le nombre de femmes auxquelles on a arraché une partie de leur liberté. Parce que ces jeunes filles et ces femmes méritent autant que les autres de vivre en sécurité. Parce qu'elles méritent d'avoir un avenir et un corps entier que l'on a respecté, nous devons leur garantir cela. Ce combat, ce n'est pas celui d'une région, d'un continent ou d'une ONG particulière. C'est le combat de l'humanité contre la torture et la barbarie faites aux femmes et aux filles. Et parce que l'article 5 est la promesse que chaque être humain a le droit d'être épargné de la torture, de la cruauté et de l'humiliation, délions les esprits pour que enfin cette promesse soit tenue. Pour toutes celles qui n'ont pas eu cette chance, celles qui subissent encore et celles qu'il faut encore épargner. Merci. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, membres du jury, Antoine de Saint-Exupéry disait « On est de son enfance comme on est d'un pays ». Vous êtes un enfant, 8 ans à peine, et du jour au lendemain, vous devenez un pion dans une guerre qui n'est pas la vôtre. L'enfance, ces années qui forgent notre identité, imprègnent nos souvenirs, se retrouvent alors bafoués. Vous êtes l'un des 20 000 enfants ukrainiens à qui elle a été arrachée. Et c'est le destin de Mikola, qui a été dépossédé de son identité, victime d'un crime abominable qui se joue loin de nos regards, l'acculturation forcée des enfants ukrainiens par l'État russe. Aujourd'hui, je tiens à briser ce silence. L'État russe ne se contente pas seulement d'arracher ses enfants à leur famille, c'est une réelle tentative d'effacement, un déracinement orchestré où l'ensemble de ces enfants volés sont endoctrinés. Notre maison à Mariupol en Ukraine était très belle. Elle n'était pas très grande, mais maman disait toujours qu'elle était pleine de chaleur, car l'amour réchauffe les cœurs. Papa cuisinait des draniki le dimanche matin et moi je jouais à la course avec mes voitures. Maman riait. J'adorais la regarder rire. C'est la dernière fois, car tout a explosé. Ma maison, ma rue, mon monde. Papa et maman parlaient vite, très vite. Ils prenaient des sacs, des manteaux, des papiers. Moi, je voulais juste dormir. Et puis il y a eu un bruit puissant. Les murs ont tremblé. J'ai crié. Il y avait de la poussière partout. Ma maison n'existait plus. Il faisait froid tout d'un coup. On a couru longtemps, très longtemps. D'autres gens comme nous fuyaient. Après plusieurs jours, nous sommes arrivés sur un terrain avec d'immenses tentes bleues dessus. Maman appelait cela un centre d'aide. Tout allait bien, nous étions sauvés, on allait être aidés. Maman me répétait que nous étions en sécurité, mais lorsque les soldats sont arrivés, elle m'a serré la main très fort. Elle me faisait mal, mais bizarrement, je savais que quoi qu'il arrive,
Je ne devais pas la lâcher. Ce n'étaient pas nos soldats. Ils parlaient une langue étrange que je ne comprenais pas. Le russe, me dit papa, la langue du grand pays à côté de chez nous. Les soldats le questionnèrent. « Es-tu soldat ukrainien? Travailles-tu pour le gouvernement ukrainien ?» Papa répondit non, mais ils ne l'ont pas cru. Ils ont emmené mes parents dans une pièce. Papa et maman ne sont jamais revenus. L'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, signé par la Russie, dispose « Nul ne sera l'objet d'immixtion, arbitraire ou illégale, dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. » Moi, j'ai pris le bus. J'ai demandé si papa et maman allaient bientôt me rejoindre. Un soldat m'a souri et m'a dit que mes parents m'avaient autorisé à partir en camp de vacances pour quelques jours. Mais c'était bizarre parce que dehors, tout le monde pleurait, alors que les vacances, normalement, c'est rigolo. Selon l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, signée par la Russie, le transfert forcé d'enfants d'un groupe national à un autre groupe participe du crime de génocide. Le camp était très grand, avec partout ce qui me semblait être des drapeaux russes. On m'a donné un uniforme et appris à tenir une arme. Je devais devenir un parfait petit russe. L'arme était assez lourde, mais les soldats étaient fiers de moi, car ils disaient que je visais très bien malgré mon jeune âge. Je n'aimais pas trop tirer. Ça faisait peur et mal au bras. Mes voitures me manquaient. Un jour, mon copain Artem, que j'avais rencontré dans le bus, me racontait que plusieurs enfants avaient été mis à l'isolement pour avoir parlé ukrainien. Nous avions l'interdiction de parler notre langue. Et puis, un soldat nous a surpris. Artem parlait, moi j'écoutais. Le soldat commença à taper Artem qui pleurait et l'emmena dans un coin reculé du camp. Je n'ai revu Artem que 10 jours plus tard, aminci, refusant de me parler. Le lendemain, c'est lui qui menait en russe les chants que l'on nous a imposé de chanter. Dès ce jour-là, j'ai su que quoi qu'il arrive, pour mon bien, je devais me taire, suivre, obéir. Un jour, Madame la commissaire Maria Volva-Belova est venue me voir pour me donner un papier rouge, un passeport russe. Elle m'a dit « Dorénavant, tu t'appelles Alexei ». J'ai dit qu'il devait y avoir une erreur, car ma maman et mon papa m'ont appelé Nicolas, comme mon grand-père. Elle s'est seulement contentée de rigoler. Et je n'aimais pas vraiment Alexei, mais par peur des méchants soldats russes, j'ai accepté. L'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, signée par la Russie, dispose « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir sa nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. » Un matin, ma nouvelle famille est venue me chercher. Une dame, un monsieur, très gentil. Et ils ont un grand appartement à Moscou. J'étais chez moi maintenant. J'étais russe. La télévision diffusait des défilés militaires, on cuisinait du bortsch, et je jouais avec mes nouveaux tanks miniatures. Je n'avais jamais eu de tank avant, et j'en faisais rire ma nouvelle maman. Ce rire, il était magnifique, et me fit penser à quelque chose, à quelqu'un. Peut-être que c'est bien d'être Alexei. Peut-être que Mikola n'a jamais existé. Elles sont trop bien, ces vacances, finalement. L'article 8
de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, signée par la Russie, précise. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son nom, sa nationalité, son identité et ses relations familiales telles qu'ils sont connus dans la loi sans ingérence illégale. Mesdames, Messieurs, on est de son enfance comme on est d'un pays. Mais le sommes-nous vraiment? Depuis le début de la guerre, la Russie revendique avoir accueilli 744 000 Ukrainiens pour raisons humanitaires. Mais que reste-t-il aujourd'hui de Mykola? Rien. Rien qu'une vie effacée, qu'une existence sabotée. Il n'a pas péri sous les décombres de Mariupol, non, mais son sort est tout aussi terrible. On l'a dépossédé de son nom, de sa langue et de son passé. Le transfert forcé d'enfants d'un groupe ethnique à un autre relève du crime de génocide. La russification et la militarisation des enfants s'accélèrent de plus en plus et la Russie, n'ayant plus peur de le dire, leur lave le cerveau. En 2023, Sergueï Kiriyenko, chef adjoint à l'administration présidentielle russe, affirmait ouvertement « Si tu veux vaincre l'ennemi, éduque ses enfants. » Mesdames, Messieurs, ne laissons plus ces enfants être les victimes d'une guerre dont ils ne comprennent pas le sens. Merci. Mesdames et messieurs, le jury, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour plaider en faveur de la vérité, de la justice et de la mémoire, et contre une des pratiques les plus abominables et révoltantes qui ont marqué l'histoire de la guerre d'Algérie, la torture. La torture, ignoble violation des droits humains, ne saurait être justifiée même en temps de guerre. De 1954 à 1962, la guerre d'Algérie n'a pas seulement été un affrontement militaire entre l'armée coloniale française et le Front de libération nationale. Elle a été une guerre totale, marquée par une violence extrême, une violence qui, malheureusement, ne se limita pas au champ de bataille. Elle s'étendit bien au-delà des normes de guerre. Dans les prisons, dans les centres de détention, la torture et la déshumanisation devint une pratique systématique, institutionnalisée, d'une cruauté indicible, touchant au cœur même de l'humanité. C'est donc dans ce contexte que je plaide en faveur de la reconnaissance pleine et entière des atrocités qui ont été commises sur les Algériens. La torture, ce crime abominable, n'a pas été l'exception durant cette guerre. Elle a été la règle. Non seulement elle a été utilisée pour extorquer des informations ou briser la résistance, mais elle a aussi été utilisée pour terroriser et déshumaniser la population considérée comme des sauvages ou des terroristes. Des violences physiques ou sexuelles, des asphyxies, noyades, privations de sommeil et de nourriture sont utilisées. La pratique de la torture a laissé des traces indélébiles, physiques et psychologiques. Il ne s'agissait pas seulement d'extorquer des informations, mais de détruire l'individu, de lui enlever sa dignité et de la réduire à néant. C'est ce qu'a vécu Louisette Iguilariz, algérienne, militante nationaliste, qui témoigne aujourd'hui. Alors qu'elle n'avait que 21 ans, blessée par balle, Louisette a été torturée et violée par le général Schmiss, ancien lieutenant de l'armée coloniale,
devenu chef d'état-major des armées françaises. C'est aussi ce qu'a vu Lagdar Khalifa, qui a été arrêté et emmené à la Villa des Roses, la Villa des Horreurs. Il n'a pas été personnellement torturé, mais a été témoin des horreurs subies par les autres. Il raconte que des jeunes hommes étaient attachés et étaient laissés à l'abandon pendant 10 jours. L'un d'entre eux a été abattu d'une rafale de mitraillettes par derrière. Un des officiers avait l'habitude de dire « Quand je veux que quelqu'un meure, il meurt. Si je ne veux pas, il ne mourra pas. » La liberté et la dignité humaine pouvaient donc être effacées par un seul homme, en une fraction de seconde. Celui qui donnait les ordres, un certain Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, a participé et a donné les ordres de torture. Jeune député poujadiste, il déclare le 9 novembre 1962 « Je n'ai rien à cacher. J'ai torturé parce qu'il fallait le faire. » Pourtant, Jean-Marie Le Pen a longtemps nié, malgré les preuves, malgré les victimes, malgré les survivants. Mais est-ce étonnant, venant d'un homme qui considérait les chambres à gaz comme un détail de l'histoire? En 1957, Mohamed Abdellaoui a 27 ans. Il est détenu à Fort-l'Empereur, où l'on interrogeait les suspects. Il a été mis par terre, avec un fil électrique dans le sexe et au doigt de pied droit. Le Pen était encore aux commandes et lui a personnellement jeté un bidon d'eau sur le corps. Mais de quel droit? De quel droit pouvons-nous humilier, déshumaniser? De quel droit pouvons-nous nous en prendre à la vie? Pourtant, l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que la France a reconnu et signé en 1948, stipule que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pourtant, la torture a été menée sous les ordres de l'État français, avec l'approbation tacite ou explicite de certains de ses plus hauts responsables militaires ou politiques. Elle a été une stratégie d'État, une politique de répression systématique mise en œuvre par les autorités françaises. Elle faisait partie d'une doctrine militaire visant à écraser l'insurrection par tous les moyens possibles. Cette pratique n'a pas été un incident isolé ou un acte déviant. Elle a été institutionnalisée. Les autorités ont fermé les yeux sur les violences, ont encouragé les abus et ont laissé les tortionnaires agir sans crainte de sanctions. Pendant longtemps, l'usage de la torture en Algérie a été un sujet sensible en France, un objet de silence, une amnésie collective face aux souffrances infligées. Ce n'est qu'en septembre 2020 qu'un rapport historique sur la torture exercée par les autorités françaises durant cette guerre, commandé par Emmanuel Macron, a été publié. Ce rapport a permis une forme de reconnaissance de la souffrance des victimes algériennes, mais il a entraîné des conflits mémoriels entre tous les acteurs du conflit. Le sujet reste aujourd'hui difficile pour de nombreux Français et de nombreux Algériens. Il reste encore beaucoup à faire, surtout en ce qui concerne les réparations et la reconnaissance pleine et entière de ces abus. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de dénoncer les actes de torture. Il s'agit de rendre justice aux victimes, de reconnaître les souffrances infligées, de faire face à une vérité qui peine encore à émerger et de remettre en question une mémoire collective trop longtemps dissimulée. Il nous revint de rendre hommage aux victimes, non seulement en reconnaissant leurs souffrances, mais aussi en demandant que la torture, dans toute sa brutalité, doit être vue pour ce qu'elle est, une abomination et une violation des droits les plus fondamentaux de l'homme. Parce qu'ils étaient algériens, parce qu'ils se sont levés contre l'injustice coloniale, parce qu'ils aspiraient à la liberté et à la dignité, des hommes et des femmes ont été torturés. La guerre d'Algérie n'a pas été d'une simple lutte pour l'indépendance.
elle a aussi été un combat pour la reconnaissance de l'humanité de l'autre. Parce que l'oubli et le silence sont une violence supplémentaire, il est impératif que les voix des survivants soient entendues, que leurs blessures soient reconnues et que les auteurs de ces crimes ne soient pas effacés de l'histoire. Faire vivre la mémoire des martyrs de l'Algérie est impératif. L'Algérie a payé un prix exorbitant pour son indépendance. La France a une dette morale envers elle. Et cela commence par la reconnaissance de toutes les victimes de la torture. Merci de m'avoir écouté. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je me tiens ici devant vous tous pour dénoncer une injustice révoltante. Je pourrais même la qualifier de notoire. Nous le savons, nous le voyons, et pourtant, le monde préfère trop souvent détourner le regard. Comment est-ce qu'une indignité aussi flagrante que l'exploitation éhontée des ouvriers du textile au Bangladesh peut-elle encore, en 2025, être tant ignorée, banalisée, voire même acceptée? Derrière chaque vêtement que nous portons, une chemise de marque, un jean à la mode, un t-shirt acheté à bas prix, se cachent des vies sacrifiées au nom du profit. Des hommes, des femmes, et parfois, enfin, devrais-je dire souvent, des enfants, travaillent dans des conditions qui ne relèvent pas simplement de l'injustice, mais de la barbarie moderne. Ces ouvriers sont épuisés, sous-payés, déshumanisés. Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 4 millions de personnes travaillent dans l'industrie textile au Bangladesh, dont 80% sont des femmes, souvent issues de milieux ruraux. Environ 80 à 100 euros, c'est leur salaire mensuel moyen, soit bien en dessous du minimum vital. Et pourtant, l'article 23, alinéa 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est formel. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, et complétée s'il y a lieu par tout autre moyen de protection sociale. Mais que reste-t-il de cette dignité quand des ouvrières cousent plus de 12 heures par jour dans des usines où la température dépasse parfois les 40 degrés, sans ventilation, sans assurance et sans protection syndicale? Le drame de l'usine du Rana Plaza, située proche de Dhaka, la capitale du Bangladesh, en 2013, reste une cicatrice béante. 1138 morts, plus de 2500 blessés. Pourquoi? Parce que les bâtiments étaient fissurés, parce que les propriétaires ont refusé d'interrompre la production, préférant le rendement à la vie humaine. Malgré cela, les enseignes occidentales, comme H&M, Zara, Primark, pour ne citer qu'elles, continuent de sous-traiter sans vergogne, poursuivant ainsi une logique de profit aveugle. Comme le rappelait l'économiste bangladais Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix en 2006, la pauvreté n'est pas créée par les pauvres, elle est créée par les structures de notre société. Ces structures doivent être changées, car mesdames et messieurs, notre silence fait partie du problème. Quand nous achetons un vêtement dit pas cher, nous devons nous demander à quel prix humain est-ce que ce bon plan a-t-il été produit? Peut-on vraiment parler de choix libre quand ce choix est fondé sur l'exploitation de la misère de l'autre? Il est temps de briser ce cycle d'injustice. Il est temps de réclamer des industries textiles une éthique. C'est ici que les voix indignées entrent en scène, car l'histoire nous le montre, ce sont les voix qui s'élèvent, les consciences qui s'éveillent, qui finissent par faire plier les puissants. Ce ne sont pas les murs de silence qui construisent la justice, mais bien les cris, les discours, les refus et les manifestations. Souvenons-nous de Rosa Parks, de Gandhi, de Greta Thunberg. Chacune de leurs voix, d'abord seule, a fini par porter des mouvements entiers. Nous devons être de ces voix-là, des voix qui refusent de détourner le regard, des voix qui dénoncent l'inacceptable, des consciences éveillées, lucides, capables de dire non, pas en notre nom, pas avec notre argent et pas avec notre silence. Comme l'écrivait Victor Hugo dans Les Misérables, il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Le monde n'a jamais changé par l'indifférence. Il a changé par l'indignation active, collective et même assumée. Soyons le relais de cette indignation. Soyons les veilleurs, les lanceurs d'alerte et les consommateurs engagés.
Le journal Le Monde a déjà alerté à plusieurs reprises sur les salaires de misère et les conditions de travail indignes dans les ateliers du Bangladesh. Alors pourquoi pas nous? Pourquoi ne pas être aujourd'hui les relais de cette indignation? Mesdames et messieurs, ne laissons pas le vacarme des machines étouffer les cris de détresse. Ne troquons pas notre confort contre la liberté des autres. Nelson Mandela l'a dit avec une force bouleversante, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Ne laissons pas notre liberté de consommer être bâtie sur l'asservissement invisible des plus vulnérables. Luttons ensemble pour qu'un jour, l'étiquette d'un vêtement ne soit plus synonyme d'abus mais de respect, pour qu'à chaque couture soit tissée la dignité. Je vous remercie. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers jurys, cher public. Aujourd'hui, je n'en peux tout simplement plus. Ma situation se dégrade de jour en jour. La souffrance est atroce. Je me sens littéralement mangé par la douleur. Ces mots, ce sont ceux d'Irène Serbier, une femme comme les autres, de 53 ans, mais atteinte d'une tumeur très rare, des sinus et de la cloison nasale, dégénérative et incurable. C'est pour avoir soulagé cette douleur que le docteur Alain Morel a administré à Madame Serbier une potion létale ayant conduit à sa mort le 18 mai 2018 à son domicile. Et ceci en toute conscience de la patiente et avec son accord et de celui de ses 3 enfants. Aujourd'hui, je suis devant vous afin de défendre le docteur Morel, poursuivi pour homicide involontaire sur la personne d'Irène Serbier, vis-à-vis de l'aide à mourir active qu'il lui a apportée en 2018. Euthanasie, un mot beaucoup trop difficile à prononcer. Il est plus facile d'oublier, de laisser de côté, de taire ou encore d'ignorer cette réalité abstraite et trop peu connue du grand public. Il est plus facile de plutôt s'intéresser aux grands problèmes du monde contemporain, certes préoccupants, mais qui laissent parfois s'éclipser les autres problèmes. Il est donc plus facile de s'intéresser à tous ces autres innombrables maux, plutôt que de prendre conscience de la dure réalité de nos sociétés. La seule alternative en fin de vie face à un refus d'un acharnement thérapeutique est le suicide. Pourtant, quand on s'intéresse à l'étymologie de ce mot, cela ramène plutôt une connotation positive. Le mot euthanasie venant du grec signifiant bonne, et thanatos, la mort, signifiant si bel et bien la bonne mort ou la mort douce et sans souffrance. Cette signification du mot s'oppose donc totalement à la douleur psychologique et physique que pourrait causer un acharnement thérapeutique ou un suicide, soit les deux seules voies proposées en France actuellement pour une personne souffrant d'une maladie incurable et en fin de vie. Mesdames et messieurs, il est temps d'ouvrir les yeux et d'agir pour que chacun puisse choisir sa fin de vie. Les questions de vie et de mort figurent incontestablement parmi les plus sensibles que le droit a pour objet de réglementer. Le sujet que je voudrais donc aborder aujourd'hui, avec le cas du docteur Morel et de Madame Serbier, essentiellement sous l'angle du droit, se rapporte pour sa part non pas au début, mais à la fin de vie. Il s'agit de la reconnaissance encore imparfaite par notre législation du droit à mourir dans la dignité. La société tout entière, l'individu, éprouve d'immenses difficultés à vivre avec la mort, bien que notre disparition soit une étape faisant partie intégrante de la vie. Pour vous rappeler les faits, en 2016, Irène Serbier est diagnostiquée d'une tumeur des sinus et de la cloison nasale. Peu à peu, elle perd l'odorat, la vue, puis le goût. Elle ne ressent plus aucune saveur, plus aucun goût à la vie, et elle souffre atrocement. Pour vous citer ces paroles, c'est moi la seule souffrante. C'est à moi de décider. J'attends déjà la mort au jour le jour. C'est comme une épée de Damoclès. Je réclame seulement le droit de pouvoir l'anticiper. Mettez-vous à sa place. Dites-vous que c'est votre grand-mère, votre tante, votre mère, ou même votre sœur. Désespérée de cette situation intenable, la tumeur prenant des proportions insupportables sans rémission possible, le 12 mars 2018, elle fait appel à la justice française, avec une requête exceptionnelle qu'elle dépose devant le tribunal de grande instance de Dijon, afin qu'un de ses médecins se procure une potion létale qui pourrait lui être ensuite administrée. Cependant, la justice estime qu'elle n'est pas compétente pour autoriser un acte contraire à la loi et refuse sa requête. Désespérée,
C'est dans cette situation qu'Irène Serbier fait appel à son médecin traitant, le docteur Alain Morel, implorant son humanité, qui, face à la détresse de cette femme, accepte. L'empathie n'est-elle pas ce qui nous définit en tant qu'être humain? Si la loi française actuelle reconnaît un droit à la sédation profonde avec un accompagnement jusqu'à la mort, Irène Serbier a fait le choix de ne pas opter pour l'avoir des soins palliatifs. Car comme elle le dit, ce que la médecine peut me proposer actuellement, c'est d'être plongée dans un état comateux ou semi-comateux, pour essayer enfin d'abréger ma douleur. De plus, je ne veux pas me présenter ainsi à mes 3 enfants, dont ma petite dernière qui n'a que 12 ans et demi. Elle a refusé de prendre des médicaments, car ils n'auraient eu aucun impact sur sa maladie, de même que toute intervention chirurgicale, du fait de son incurabilité. Mesdames et messieurs, ne faudrait-il pas une reconnaissance d'un droit juridique à l'euthanasie dans de telles conditions insupportables? Malgré la violation de la loi française par l'accusé, le Code de la santé publique stipule bien que toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Mon client a donc seulement répondu à son devoir en tant qu'homme et que médecin. De plus, d'après l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne réaffirme également ce principe de dignité comme un droit fondamental majeur. La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. Je réaffirme également ce principe de dignité devant vous, l'accusé n'ayant fait que respecter la dignité de cette femme, étant sa patiente, d'après sa légitimité en tant que médecin. Dans le cas de la lutte pour le droit des femmes, on pense « mon corps, mon choix ». Alors pourquoi chaque personne, si elle peut disposer de son propre corps, ne pourrait-elle pas choisir sa propre mort? Quel est le problème? La question n'est pas de légaliser un suicide banal, mais bel et bien la mort d'une personne qui souffre atrocement. Et ceci dans un cadre sûr et avec des conditions très strictes, comme nous l'ont déjà montré nos voisins suisses, belges, ou encore espagnols, et même anglais. La France a toujours été pionnière en matière de droits de l'homme. Elle a souvent montré la voie à suivre à ses voisins européens, et même au monde entier. C'est elle qui a ouvert la voie aux idéaux révolutionnaires, aux libertés fondamentales, et qui est aujourd'hui en retard sur cette question du droit à mourir dans la dignité. Dans sa requête pour le tribunal de grande instance de Dijon, Irène Serbier invoque la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit à la liberté et au respect de la vie privée. Je rappelle également ce principe de liberté devant vous, afin de vous montrer qu'Irène Serbier agit dans sa pleine liberté et conscience. Le docteur Morel ne faisant que respecter sa décision, en lui apportant la solution la plus adaptée. Pour vous citer les paroles de son fils, Ernest, 26 ans, le docteur Morel a délivré notre douce maman. D'après son bon vouloir et le nôtre, grâce à lui, elle a pu mourir dans sa pleine dignité et liberté, et il nous a permis de surmonter cette affreuse épreuve. Ignorer la souffrance d'autrui, n'est-ce pas aussi une forme de violence? Mesdames et messieurs, je vous le demande donc une dernière fois, cet homme est-il coupable d'avoir indirectement tué cette femme, alors qu'il s'est pour elle opposé au serment qu'il a fait en devenant médecin, soit le serment d'Hippocrate, qu'il a bravé la loi pour elle, répondant seulement à son appel au secours, en tant que médecin, mais surtout en tant qu'homme. Je finirai avec ces mots d'Irène Serbier. Il ne s'agit nullement de tuer, mais de poser un geste d'amour envers l'humain en face de soi, de l'accompagner vers ce dernier cap. Mesdames et messieurs du jury, vous ferez donc preuve de courage en le déclarant non coupable. Merci. Quel était votre plus grand rêve lorsque vous étiez enfant? Dans cette salle, plusieurs réponses. Aller sur la Lune, devenir une rockstar, ou tout simplement atteindre le bonheur, et ce, par n'importe quel moyen. Pour certains, ce bonheur est synonyme de fonder une famille avec la personne aimée, se marier, avoir des enfants. Après tout, à la fin des contes de fées qu'on nous lisait lorsque nous étions enfants, n'y avait-il pas cette phrase « Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » Pour une petite fille,
ce mariage tant rêvé ne ressemblera pas tout à fait à ce qu'on lui a promis. Voyez-vous, son mari, ce n'est pas elle qui l'a choisi. Voyez-vous, elle était encore un peu jeune et lui était déjà un peu vieux. Mesdames et messieurs, elle avait 16 ans et elle a été mariée de force à un homme de 44 ans. Elle s'appelle Mia et c'est son histoire que je veux vous raconter. Tout commence aux États-Unis. Vous êtes surpris? Oui, moi aussi. C'est surprenant de penser que la première puissance mondiale, le pays de la liberté, autorise à voler la vie de petites filles. Mais lorsque l'on sait que le président de ce pays a été élu haut la main malgré plusieurs condamnations pour viol, on peut se demander si les Américains font vraiment des droits des femmes une priorité. Mais je m'égare. Tout commence donc aux États-Unis et plus particulièrement en Louisiane. Mia, 14 ans, est violée à répétition par un homme de 42 ans, un ami de son père qui, d'ailleurs, ne laissait rien transparaître auprès de ce dernier. Mais il finit par apprendre la vérité lorsque Mia eut le courage de lui parler des atrocités qu'elle subissait dans son dos, sous son propre toit. Mais il ne la croit pas et la tient pour seule responsable de ce qu'il s'est passé. Ce soir-là, il tente d'assassiner sa fille. La mère de Mia a finalement décidé de la retirer de chez son père pour l'emmener en Californie, mais le cauchemar continue. Le violeur de Mia les suit, offre à la jeune fille un téléphone pour conserver une emprise sur elle, règle les factures de la famille tout en continuant d'abuser d'elle. Ces viols à répétition provoquent chez Mia une grossesse non désirée. Alors, pour éviter le déshonneur, les représailles financières, mais surtout par défaut de protection de sa propre enfant, la mère de Mia a choisi de la sacrifier en la donnant en mariage à celui qui avait déjà volé son enfance. Elle n'avait que 16 ans et cette union, présentée comme une bénédiction, s'est rapidement transformée en une véritable prison pour Mia. Le mariage des mineurs est un vrai cauchemar pour les victimes du système juridique américain qui, visiblement, ne sait pas protéger les enfants de son pays. 37 États sur 50 autorisent le mariage des mineurs, dont certains sans aucune limite d'âge. Lorsque vous êtes marié en tant que mineur à un majeur, votre responsabilité légale est transférée de vos parents à votre nouvel époux. Concrètement, cela signifie qu'il a les mêmes droits sur vous qu'un père sur son enfant. C'est lui qui vous autorise à aller à l'école en signant les papiers d'inscription, qui décide de vos rendez-vous médicaux et qui prend en charge tous vos frais. Exactement comme un père, sauf qu'à la fin de la journée, c'est dans son lit que vous passerez la nuit. Dans la plupart des mariages américains, comme celui de Mia, c'est-à-dire dans plus de 300 000 unions officielles enregistrées entre 2000 et 2018, l'adulte isole l'enfant, lui retirant son droit fondamental à l'éducation, mais aussi à la santé, à la sécurité et à la liberté. Un phénomène d'autant plus alarmant que 86% de ces mariages concernent une jeune fille mariée à un homme beaucoup plus âgé. Autrement dit, dans 86% des cas, ce n'est pas un mariage, mais une mise sous emprise légalisée d'une enfant par un prédateur. Les conditions de divorce sont l'apogée du contresens dans le droit américain. La jeune fille ne peut pas faire une demande de divorce seule, car on considère qu'avant sa majorité, elle n'a pas le sens des responsabilités pour. C'est donc à son responsable légal, donc à son mari, de signer pour elle la demande de divorce. Pour les États américains, une enfant n'est pas assez responsable pour demander le divorce de son propre mariage. Par contre, elle l'était pour s'engager devant l'autel. Et pour s'évader de la prison, il lui faut l'autorisation du gardien qui l'y détient. La Ligue des droits de l'homme défend avec ferveur les droits fondamentaux des plus jeunes, en s'appuyant notamment sur la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, l'un de ses textes fondateurs.
L'article 19 de cette convention dispose que les États parties prennent toutes mesures appropriées pour protéger l'enfant contre la violence, la négligence, les mauvais traitements et l'exploitation, sous la garde de ses parents, de ses représentants légaux ou de toute personne en charge. Dans l'État de Californie, la majorité sexuelle est fixée à 18 ans, c'est-à-dire qu'une personne majeure n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec une personne mineure. En revanche, la Californie est l'un des États qui autorise le mariage des mineurs sans limite d'âge, ce qui rend alors possible et légal un rapport sexuel entre un enfant et un adulte. Le mariage devient alors un moyen de protéger et de légaliser la pédocriminalité. Ajoutez à cela l'impossibilité de divorcer pour l'enfant imposée par le système juridique américain, il est évident que le mariage des mineurs entraîne la mise en danger des enfants, et donc une violation de l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant, sur laquelle la Ligue des droits de l'homme fait reposer ses combats. Les États-Unis se proclament terre de la liberté, et nous avons grandi avec cette image d'un pays où tout est possible, où chacun peut aller réaliser ses rêves. Vous savez, le fameux rêve américain. Mais quel rêve reste-t-il à celles à qui l'on vole leur enfance, leur corps, leur avenir, à celles que l'on marie de force, sous couvert de lois hypocrites, à celles que l'on abandonne aux mains de leurs bourreaux en prétendant respecter l'institution du mariage. Cette liberté dont les États-Unis se vantent tant, ils ne la réservent qu'à certains, mais pour les autres, pour les plus vulnérables, il ne reste que l'oppression, la contrainte et la peur. Pourtant, une loi fédérale pourrait les protéger, mais le changement est lent, trop lent. En 2018, tous les États américains autorisaient encore le mariage des mineurs. Ce n'est que récemment que 13 d'entre eux l'ont interdit, sous la pression de l'ONU et de plusieurs associations qui poursuivent encore leur combat visant à éradiquer ces unions d'ici 2030. Mais les mentalités traditionnalistes et extrémistes persistent, ignorant ou minimisant délibérément ce fléau. Maintenant, dans cette quête à la justice, nous avons une responsabilité parce que nous avons une voix. Nous devons parler pour Mia et pour toutes celles qui n'ont pas pu le faire. Nous devons dénoncer, condamner, exiger que chaque enfant soit protégé, que chaque mariage forcé soit interdit, que chaque vie volée soit enfin rendue. Nous devons rappeler aux États-Unis et au monde entier que les droits des enfants ne sont pas une option, qu'ils ne sont pas négociables et qu'aucune société ne peut se prétendre libre tant qu'elle asservit ses plus vulnérables. Parce que la liberté ne se proclame pas, elle se défend. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, chers auditeurs, je vous demande aujourd'hui de m'écouter, non pas avec vos convictions, mais avec votre cœur. Fermez les yeux un instant et imaginez. Imaginez votre père, votre mère, votre frère, votre enfant allongé sur un lit d'hôpital, le corps brisé, l'esprit prisonnier. Chaque souffle est une douleur, chaque jour est un supplice. Et le seul rêve qui persiste, c'est que tout cela s'arrête. Comment pouvons-nous, en tant qu'êtres humains, en tant que société éclairée, prétendre aimer si nous refusons d'entendre cet appel au secours, si nous refusons de rendre possible ce dernier acte de liberté, le droit de mourir avec dignité? L'euthanasie, un mot lourd, un mot tabou. Et pourtant, derrière ce mot, il n'y a qu'une chose, l'amour. L'amour profond que l'on porte à ceux qui souffrent. L'amour qui nous pousse à leur dire « Tu peux partir si tu ne peux plus rester ». Mais au fond, qu'est-ce que l'euthanasie? L'euthanasie, c'est le fait d'aider,
dans un cadre médical et légal, une personne gravement malade, condamnée à mettre fin à ses souffrances, à sa vie, parce qu'elle-même en aura fait le choix. Ce n'est pas un acte de barbarie, c'est un geste de compassion, quand plus aucune issue n'est possible et que seule la mort est la solution. Aujourd'hui, en France, des hommes et des femmes vivent leur dernière page dans une douleur atroce. Malgré la médecine, malgré les soins palliatifs, il reste des cas où rien ne soulage, rien n'apaise. Et dans ces moments-là, le choix ne devrait pas être entre souffrir ou attendre la mort. Le choix devrait être de pouvoir partir, libre, entouré, en paix. Refuser ce droit, c'est prolonger la douleur pour prolonger la vie. Mais quelle vie? Est-ce vivre quand chaque minute est une agonie? Est-ce vivre quand la seule certitude du lendemain, c'est une souffrance pire que la veille? Non. Ce n'est pas de la vie. C'est de la torture. Je pense au suicide de Chantal Sébir. Une femme, une mère, un être humain rongé de l'intérieur par une tumeur rare qui défigurait son visage et dévastait sa vie. Son regard ne demandait plus la guérison, seulement la paix. Elle a supplié la justice française de lui offrir ce dernier repos, cette délivrance. Mais la loi est restée sourde, fière, rigide, aveugle. Alors, elle est morte, seule, dans le silence d'un refus. Pas de main tendue, pas de revoir, juste une fin qu'elle n'avait pas choisie. Son combat n'a pas été contre la maladie, il a été contre l'indifférence. Et aujourd'hui encore, son cri résonne. Pourquoi faut-il mendier sa dignité? Et pourtant, ailleurs, on a su faire preuve d'humanité. Aux Pays-Bas, en Belgique, au Canada, en Espagne, le droit à l'euthanasie est encadré, respecté et appliqué avec rigueur. Il ne s'agit pas d'ouvrir une porte à toutes les dérives. Il s'agit d'ouvrir une porte à la compassion et à l'humanité. Les lois existent. Elles protègent, elles encadrent, elles rassurent. Et elles offrent à ceux qui souffrent une chose précieuse, le choix. On me dira, oui, mais la vie est sacrée. Je répondrai, la vie est sacrée, mais la dignité l'est aussi. Ce n'est pas tuer, d'aider à mourir celui qui ne vit plus, celui qui ne peut plus, celui qui ne veut plus. Ce n'est pas trahir la médecine, c'est l'honorer. Car la médecine n'est pas là pour prolonger l'existence à tout prix. Elle est là pour soulager, pour soigner, pour accompagner. Et quand il n'y a plus rien à faire, il reste l'amour. Et parfois, l'amour, c'est accepter de laisser partir. Un jour, je me suis posé une question simple, mais vertigineuse. Et si c'était moi? Et si c'était quelqu'un que j'aime? Ma mère, mon frère, un ami? Quelqu'un que je regarde se briser, hurler de douleur, s'éteindre un peu plus chaque jour, sans pouvoir rien faire. Est-ce que j'aurais le courage de lui dire « Tu peux partir » ? Pas par lâcheté, mais par amour. Et j'ai compris quelque chose. Aimer, parfois, ce n'est pas retenir. C'est ouvrir les mains. C'est accepter. C'est dire au revoir quand l'autre n'a plus la force de rester. Nous ne pouvons pas priver chacun de son droit au choix sous prétexte qu'il existe des risques. Ce serait aussi absurde qu'interdire les voitures par crainte des accidents. Le progrès n'efface pas les risques, il les encadre. Et ici, ce progrès, c'est le droit à une fin digne. Je ne viens pas vous parler de mort, je viens vous parler de liberté, de celle qui nous suit du berceau jusqu'à notre dernier souffle. La liberté de dire oui, de dire non, et peut-être, un jour, de dire au revoir.
Alors oui, je plaide. Je plaide pour tous ceux qui n'ont plus la force de parler, pour ceux qui n'en peuvent plus, pour ceux que l'on maintient en vie contre leur volonté, pour ceux qui veulent juste qu'on entende leur souffrance. Je plaide pour une société qui sait écouter, qui sait comprendre, qui sait aimer jusqu'au bout. Mourir n'est pas un échec si l'on meurt libre. Mourir n'est pas une faute si c'est le choix de celui qui souffre. Ce que je vous demande, ce n'est pas d'aimer l'euthanasie. Ce que je vous demande, c'est d'aimer assez les autres pour leur permettre de choisir. Et quand un jour, ce sera peut-être nous, allongés dans ce lit, les yeux fatigués, le souffle court, peut-être qu'on se souviendra qu'une voix, un jour, a plaidé pour ce droit. Merci.